92, première. Attendez une seconde. Julius Evola, en Italie et ailleurs, vous êtes connu surtout comme l'auteur de nombreux livres de métaphysique, de sciences spirituelles, d'orientalisme et de critique à la civilisation. Il y en a au moins 5 qui ont été traduits en français. Par exemple, votre ouvrage majeur, tout au moins quant au public, c'est-à-dire La métaphysique du sexe, qui est publié en France, et va paraître bientôt Révolte contre le monde moderne. Mais dans la période entre 1917 et 1925, vous avez fait aussi de la peinture et de la poésie, et vous avez participé au mouvement de l'art d'avant-garde, au futurisme et au dadaïsme. Et vous êtes considéré comme le principal représentant et théoricien du dadaïsme en Italie. Pouvez-vous nous préciser votre position par rapport au futurisme et au dadaïsme? Eh bien, pour nous en Italie, c'était naturel de s'intéresser au futurisme parce que c'était l'unique courant vraiment d'avant-garde en Italie. Mais je n'ai jamais donné une allusion formelle au futurisme. Mes rapports avec le futurisme ont été assez superficiels. Par contre, mon nom, vous l'avez trouvé dans la liste des présidents du mouvement Dada que Tristan Tzara a adressé en 1921. Bien que j'ai exposé des tableaux et des dessins dans des expositions futuristes, et j'étais l'ami de Balla, le peintre Balla, et aussi de Severini, notre peintre futuriste. Marinetti, en tant que personne, ne m'était pas du tout sympathique. Comment était Marinetti comme homme? Est-ce que vous pouvez l'évoquer brièvement? Très violent, très sensuel, très spontané, trop spontané. Et j'étais en train de vous dire que ce que je n'aimais pas dans le futurisme, c'était justement cette allure un peu prépotente, envahissante. Tout ce que dans le futurisme était une sorte de dynamisme sur une base essentiellement sensoriale, une sorte d'élan vital dépourvu d'une dimension de l'intériorité, tout cela est très loin de moi. Au contraire, lorsque j'ai lu les premiers manifestes du dadaïsme, j'ai senti une affinité profonde avec ces positions. Alors j'écriais à Tzara, et alors il s'empressa de me faire avoir toutes les publications d'Ada qu'il publiait, qu'il ferait paraître. Comment était Tristan Tzara? Comme peux-je le dire? Il est venu à Rome une fois, c'est là que je l'ai connu. Mais est-ce que vous pouvez tracer un portrait rapide de l'homme? Difficilement. Si je ferme les yeux, je ne le vois pas physiquement devant mes yeux. Il y a presque 50 ans qu'ils sont passés là. Mais en ce qui concerne le dadaïsme, on a dit que votre conception était fondamentalement spiritualiste. Pouvez-vous nous préciser dans quel sens et quelle signification eut pour vous l'expérience dadaïste? Alors, le terme spiritualisme, c'est un peu fat et vague. Le fait, c'est que, avant tout, je ne suis pas parti avec de l'art et de la littérature. Je connaissais déjà textes de métaphysique et de mystique. Pour moi, ce qui était intéressant dans le dadaïsme, c'était une volonté de destruction radicale. C'était l'évocation d'un chaos primordial pour dépasser toutes les limites. Mais le but de cela, ce n'était pas pour moi, selon mon interprétation, le moi qui rentre dans une sorte de vie indifférenciée, mais une ouverture à la transcendance. Dans ce sens-là, je peux dire que ma conception était spiritualiste. Et j'ajoute que, on peut dire, mais pour préciser, le but, ce n'était pas de délivrer la vie avec la majuscule, mais c'est de se délivrer de la vie pour passer dans une dimension supérieure. Alors, je dois dire que Tristan Tzara n'était pas dépourvu d'une compréhension pour cette
dimension plus profonde du dadaïsme. Il y a, par exemple, ici, je regarde encore, une carte de vie, date septembre 21, envoyée du Tyrol autrichien. Il dit, je me trouve ici avec des autres amis, Aragon, Éluard, Harpe, Hertz, écrivez-moi ce que vous faites et ce que vous pensez. Vous savez bien qu'elle est, que je m'intéresse beaucoup à tout ce que vous faites. Écrivez même sous la forme lapidaire d'une carte. Eh bien, dans cette carte, une carte postale, il y a les paysages d'une vallée, c'est le Ötztal. Il y a un village, et une église, un clocher, à Aiguille, comme vous le savez en Tyrol. Eh bien, Sarah a dessiné une rose qui s'ouvre au-dessus de la croix. C'est presque une allusion rosicrucienne. Puis au fond, il y a les glaciers. Dans le sommet le plus haut, il y a une main, avec le poing dressé vers le ciel. Là, c'est un symbolisme assez clair. Et comme je vous l'ai dit, nous entendions aussi sur ces questions transcendantes qui n'avaient rien à faire avec l'art dans le sens très étroit. C'est ça. Et je souligne un autre point, que dans le dadaïsme, tel que je l'interpréterai, l'accent était posé sur les moi comme un centre souverain et lucide, qui se retrouvait soi-même dans l'arbitraire, dans la raréfaction, dans le bouleversement des formes. C'est l'attitude absolument contraire à celle qui s'est développée, qui s'est développée ensuite dans certaines branches du surréalisme, avec ses penchants morbides vers l'inconscient, par le supraconscient, vers l'inconscient et la psychanalyse, voire même pour l'écriture automatique, cela. Et je crois que c'est assez pour dire. Non, mais justement, quelle était votre position vis-à-vis du surréalisme? Alors, je ne le suis pas trop parce que le surréalisme s'est développé là que j'ai abandonné ce mouvement. En fait, de l'art, c'est après le 123, que c'est la date où j'ai... Mais je vais vous poser encore une ou deux questions rapides. Mais quel a été l'accueil, en général, de l'Italie au mouvement dadaïste? Alors, je vais le dire, si vous me faites la question générale de mon activité en Italie, je vais répondre aussi à cela. C'est ça. Quelles ont été les manifestations du dadaïsme au sens propre en Italie? En particulier, quelle a été votre contribution personnelle au dadaïsme? Voilà, alors je peux répondre aussi à ce que vous veniez de dire avant. Et il faut souligner qu'il n'y a pas eu un mouvement dadaïste au sens propre en Italie. Il y a eu des manifestations singulières. À Mantoue, il y avait un petit groupe avec Cantarelli et Fiozzi qui avaient publié une petite revue appelée Bleu, où aussi des dadaïstes collaboraient. Mais j'ai su de cette revue par le truchement de Tzara. Ensuite, j'ai donné aussi ma collaboration. Mais de cette revue ne sont parus que trois numéros. Et pour tout le reste, moi, personnellement, j'ai fait une exposition en 1922 en Italie et aussi en Allemagne, dans la galerie Der Sturm de Herbert Walden, avec 60 pièces, dessins et peintures. En 1923, j'ai fait une exposition collective avec Fiozzi et Caldarelli en Italie, dans la galerie d'arte moderne du Bragagna. Et puis, j'ai publié une brochure appelée Arte Astrata pour la collection Dada. Il y avait des peintures, des poèmes et l'interprétation théorique par moi de l'art abstrait. Puis j'ai fait des conférences, une conférence sur Dada, même à l'Université de Rome. Puis il y avait à Rome, puis j'ai publié un poème, La parole obscure du paysage intérieur, poème à 80 en français. Il parut pour la collection Dada en 1920.
19 exemplaires. Ces poèmes ont été réédités récemment par l'éditeur Chaviller de Milan. Au-dessous d'une salle de concert bien connue à Rome, l'Augusteo, il y avait un cabaret nommé les grottes de l'Augusteo. Les grottes de l'Augusteo. Avait été organisé par un certain Ciacelli, un peintre futuriste qui avait un cabaret aussi à Stockholm. 93 première. À Rome, il y avait une salle de concert très Attendez connue. une seconde, vous reprenez maintenant. Allez-y, parce qu'on sait Maintenant. quand vous voulez. À Rome, À Rome, il y avait une salle de concert très connue, dans un ancien amphithéâtre romain, appelé Augusteo. Au-dessous de cette salle, un peintre futuriste italien, Arturo Ciacelli, avait créé un cabaret à la française. Dans ce cabaret, dans les salles de ce concert, deux de ces salles, je les peintes moi-même, j'ai fait la décoration moi-même. Là est un petit théâtre. Dans ce théâtre, il y a eu une manifestation Dada, avec la récitation de ce poème à 4 voix, par 4 personnages, 3 hommes et une jeune fille, qui pendant la récitation buvaient du champagne et fumaient. Et la musique d'accompagnement, Schoenberg, Satie et des autres musiciens de cette ligne. Cette soirée était destinée à des invités seulement. Et chacun a reçu un petit talisman Dada. Et nous avions l'intention de lancer un numéro unique sur le dadaïsme avec la traduction des manifestes Dada. Mais malheureusement, celui qui nous avait promis les moyens financiers n'a pas tenu sa parole. n'a pas tenu sa parole. Et je vous dis que là, quant à l'exposition dadaïste, il ne s'agissait pas seulement de cartes et de tableaux, mais nous avions l'intention précise d'épater les bourgeois le plus possible. Ainsi, il y avait dans la salle toutes sortes de placards. À l'entrée, chaque visiteur entrait salle intrigant. Puis, à travers la salle, des mots de Tristan Tzara. J'aimerais bien coucher avec le pape. Vous ne comprenez pas, nous non plus, comme c'est triste. Au fond, avant nous, la blénorragie, après de nous, les déluges. Puis, sous les tableaux, il y avait des petites écritures comme ça, par exemple, achetez ce tableau, je vous en prie, ça fait 2 francs 50. L'autre tableau à regarder en dansant les chimies. Puis les préférences et les antipathies des Dada. Par exemple, Dada aime les bas en soie. Dada est contre la patrie. Dada n'aime pas la Sainte Vierge. Le vrai Dada est contre Dada, et ainsi de suite. Alors, vous pensez bien que, étant donné cet penchant auquel nous tenions beaucoup, parce que pour nous, une certaine mystification, un certain euphémisme, une certaine ironie était essentielle dans le dadaïsme. Vous pouvez bien penser qu'elle était l'accueil du public en général, qui se rendait déjà aux manifestations dadaïstes, pas pour s'intéresser à l'art, mais pour faire du tabac. Si bien qu'on se rendait là avec des potages, avec des œufs pourris, etc. Mais aussi, à part le public en général, aussi la critique ne nous prit pas au sérieux. Il n'avait pas un soupçon de ce qu'il y avait de sérieux, dirais-je même très sérieux. Il y avait derrière cette masque de fumisme et de mystification, etc. Ainsi, je peux dire que le dadaïsme n'a pas eu de suite en Italie. Lorsque je suis retiré, lorsqu'après avoir publié 3 ou 4 numéros, le groupe de Mantoue s'est retiré dans le silence, il n'y a pas plus eu d'une suite. Quelle a été la raison de votre retraite, justement? Je vous l'ai dit, mais je peux ajouter pour compléter que oui. Dans le cas, ce qui a eu une répercussion en Italie, c'était la direction de l'art abstrait surtout. Cette direction agit surtout sur le futurisme, influençant le futurisme. Surtout Trampolini, qui peut être considéré comme le lien, le trait d'union entre le futurisme
et dadaïsme. Il publia une revue qui s'appelait Noé, nous autres. Et un numéro fut fait aussi avec moi comme compte directeur. Mais puis nous n'étions pas d'accord. Après ce numéro, rien ne s'est produit plus. Mais je crois que vous avez une attitude assez critique vis-à-vis du futurisme. Est-ce que vous pourriez nous reparler brièvement de Marinetti et de son futurisme? De nous donner vos raisons critiques. Mais il se peut que c'est mieux qu'étudier cette chose à part. Mais... Et à la fin, si vous voulez un cadre plus organique que là, Bon. de la Alors, question justement, avec le recul du temps, que pensez-vous de votre expérience dadaïste, du dadaïsme et du regain d'intérêt de main milieu actuel pour ce mouvement? Comme je vous l'ai dit, pour nous, le dadaïsme était quelque chose de très sérieux. Il n'avait pas une signification en tant qu'art. Pour nous, ce n'était pas les tentatives de créer un art nouveau. C'était l'opposé du futurisme, qui était emballé pour le futur, pour la civilisation moderne, la vélocité, la machine. Tout cela n'existait pas pour nous. Alors, si on considérait le dadaïsme, et en partie aussi l'art abstrait, avait une valeur comme le reflet, comme la manifestation d'une crise existentielle très profonde. On était arrivé au point zéro de valeur. Alors il n'y avait pas trop de possibilités à celui qui avait fait sérieusement cette expérience. On devait se tuer, ou bien rebrousser chemin. Et plusieurs l'ont fait. Vous voyez, Aragon, Breton, Soupaul, Sarah lui-même, récemment en Italie, peu avant sa mort, reçut un prix presque académique de poésie. En Italie, il y a eu des phénomènes analogues. Papini, avec le groupe duquel j'étais très apparenté lorsqu'il faisait l'anarchiste et l'individualiste, est devenu catholique. Alors Dengo Soffici, qui est un peintre bien connu, qui s'occupait de l'expressionnisme, du cubisme et du futurisme, devint traditionnaliste au sens très étroit de la mot. Alors c'est la deuxième possibilité. On ne se tient pas sur ces positions. La troisième, c'est jeter à l'aventure. Type Rimbaud. On pourrait dire que la méthode dadaïste n'est pas dépourvue d'une certaine relation avec la formule dadaïsme toujours, telle que je l'interprétais, avec la formule de Rimbaud. Des règlements de tout le sang pour devenir vaillant. Alors, comme je dis, l'autre solution, c'était de se jeter à l'aventure, comme le fait de dire Rimbaud, comme le fait les filles en certaines mesures, Blessandra et des autres personnes. Enfin, il y avait l'autre possibilité, la positive. Étant donné que l'essor, presque inconscient, mais réel, de tout ce mouvement, était une volonté de libération, de transcendance. Poser un limite à cette expérience et chercher de se frayer un chemin vers des autres domaines où cette soif aurait pu être satisfaite. C'est ce que je fais dans ce temps-là. Après un moment de crise très grave à laquelle c'était un miracle si j'ai survécu à cette crise. Je sais, puisque le fond existentiel qui avait justifié mon expérience dadaïste n'existait plus, il n'y a plus aucune raison de m'occuper de cette chose. Et je suis passé à mon activité, cette activité pour laquelle je suis aujourd'hui essentiellement connu.
Data 94 première. Que pensez-vous du regain d'intérêt de nombreux milieux actuels vis-à-vis du mouvement dadaïste? À ces propos, je suis très rêveur. Parce que, selon mon interprétation, le dadaïsme constitue une limite. Il n'y avait pas quelque chose au-delà du dadaïsme. Et je vous signaler les possibilités presque tragiques qui s'étaient présentées à ceux qui ont vécu profondément cette expérience. Alors aujourd'hui, on peut s'intéresser au point de vue historique du dadaïsme, mais que la nouvelle génération puisse en tirer quelque chose de positif est absolument exclu. Le dadaïsme ne porterait pas un pas davantage, plus avant, dans les problèmes qu'il va résoudre. Et puis, je ne prends pas trop au sérieux tous ces contestataires, tous ceux qui proclament une révolte aujourd'hui, parce que c'est de la simple agitation. Il manque un point positif de repère, absolument. Il se peut qu'ils savent ce qu'ils n'aiment pas, mais ils ne savent absolument pas ce qu'ils veulent, au point de vue positif. J'ai écrit une fois qu'ils ressemblent à des guêpes renfermées dans une bouteille de verre, qui d'une manière frénétique se jettent contre les parois. Mais ça ne produit absolument rien. Alors, si je vous l'ai dit, si j'ai dit que selon mon interprétation, le dadaïsme était une limite, il n'y a rien à reprendre aujourd'hui. Il n'y a que le regarder ce qu'il était. Il se peut que c'est la dimension d'une crise intérieure profonde qui était le sous-fond du dadaïsme, que cette situation se présente aujourd'hui de nouveau. Mais le dadaïsme ne lui proposerait rien de positif. Il y a un peu de différence sur la question de l'art abstrait, parce que vous savez qu'un courant du dadaïsme a donné lieu à l'art abstrait, à côté du surréalisme. Alors, je l'ai dit avant, c'est art abstrait a eu une tradition, a eu une continuation. Mais j'ai souligné souvent la différence essentielle entre l'art abstrait d'alors et celle d'aujourd'hui. Encore une fois, l'art abstrait d'alors est intéressante par son fond, pas artistique, mais je répète, existentiel, comme expression d'un certain état d'âme critique. Ces sous-fonds aujourd'hui n'existent absolument plus. L'art abstrait n'est que de l'art. Je dis même, c'est une manière, une convention. Alors c'est le même train de tout. Il n'y a rien d'intéressant, selon mon point de vue spécial. Pour ceux qui s'intéressent uniquement à la littérature, à l'art en tant que tel, la question se pose autrement, mais ce n'est pas là le point de vue que je peux énoncer, auquel je me peux rapporter pour un jugement. Je voudrais revenir pour quelques minutes en arrière, c'est-à-dire vous demander s'il y avait un aspect politique dans le futurisme. Eh, absolument. Avant la guerre, non. Je parle avant la Première Guerre mondiale. Il y a seulement cet activisme. Il y a ce mélange curieux. D'un côté, une sorte de vitalisme sans frein. De l'autre côté, l'exaltation du contraire, c'est-à-dire du monde de la machine, la mécanique, le monde moderne dans ses aspects les plus outrés. Et on peut dire que cette dualité contradictoire, c'est justement un caractère de l'époque moderne, parce qu'on voit qu'il y a Miller qui a dit c'est comme une forêt pétrifiée au-dedans de laquelle il simule le chaos. Alors ces forêts pétrifiées, c'est justement tout l'établissement, toute la civilisation matérielle, mécanique. Et au fond, il y avait ces forces souterraines, irrationnelles, déchaînées, qui émergent de temps en temps de façon les plus différentes. Et pour revenir à la dimension politique du futurisme, immédiatement, au commencement de la Première Guerre mondiale, le futurisme prit une allure violemment interventiste. Il était pour l'entrée de la guerre à côté des alliés d'alors.
Et Mussolini était, et Marinetti était à côté de Mussolini, en bien des démonstrations d'agitation, choses comme ça. Et cette tournure était participée aussi par le groupe de Papini, auquel j'avais adhéré au commencement, parce qu'au commencement, Papini, avec sa revue La Cerba, a joué un rôle très important en Italie, parce que, pas seulement pour son attitude anticonformiste, mais aussi parce qu'il a fait connaître des auteurs des courants d'avant-garde internationaux qui étaient presque inconnus en Italie. Alors aussi Papini participa à cette campagne politique. Et c'est une raison pour laquelle je me suis détaché de lui, d'autant plus du futurisme, parce que moi, en tant que réactionnaire, j'étais au contraire pour la Triple Alliance, pour la guerre de l'Italie à côté des puissances centrales contre la démocratie, bien qu'aujourd'hui ce n'est pas très agréable qu'entendre ces choses, mais c'est un point de vue hier comme aujourd'hui. Et après la guerre, Mussolini côtoya, Marinetti côtoya tous ces mouvements du fascisme activiste, en participant parfois. Il y avait des rues, je me rappelle que j'avais organisé une manifestation d'art moderne où aussi Marinetti avait été invité, et des autres comme Luciano Fulgo, des autres. Sans qu'on aurait parlé de ça. On lui parlait de cela. Marinetti a commencé tout d'un coup à parler des politiques, à faire des attaques contre le gouvernement alors pré-fasciste, si bien que la police entra et fit un tabac pour ces choses. Et puis lorsque le fascisme triompha, le futurisme eut une place officielle dans le régime fasciste, qu'il l'appuya dans des manières diverses, lui donnait de l'argent. Lui a été nommé membre de l'Accademia d'Italia, qui est pendant l'Académie française. Et c'est un paradoxe, parce que justement, Marinetti, qui avait proclamé il faut donner le feu aux académies et aux musées, alors s'est promené dans toute cérémonie officielle avec l'épée, avec la féluche, un académicien. Mais cette dernière phase du futurisme fut la plus stérile. Aucune personnalité de relief n'est parue dans la période fasciste dans le cadre du futurisme. Boccioni était mort depuis longtemps, Balla quitta le futurisme. Chacun, divers partis du mouvement futuriste ont rebroussé chemin. Je parlais déjà des Soffici et des autres. Et il n'y a eu pas une continuation créative du futurisme dans la dernière période. Mais il a eu une sorte de consécration politique officielle, si bien qu'aujourd'hui, il y a des feuilles qu'on appelle néofascistes, qui de temps en temps prend soin de célébrer le futurisme, de l'exalter, sans se poser nullement le problème de la valeur plus profonde du futurisme et de la mesure où le futurisme peut être concilié avec une ligne de droite, une ligne conservatrice au sens spirituel. Coupe, s'il te plaît. Maintenant, 94A, première. Attendez que je m'asseye. Vas-y. votre peinture pouvait se diviser en deux périodes distinctes. La première, de 1915 à 1918, dite tendance d'idéalisme sensoriel, et la seconde, Julius Evola, de 1918 à 1921, dite tendance d'abstraction mystique. Est-ce bien exact? Et pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ces genres de peinture? Oui, c'est deux désignations. C'est tout. Dans le catalogue de la première exposition que j'ai faite en Italie, chez Bragagne, en 1922. Alors, les tableaux que j'avais exposés, presque 70 pièces, étaient divisés dans ces deux catégories. Mais ce sont des désignations un peu baroques et sophistiquées. Tout simplement,
idéalisme sensoriel. C'était un abstractisme qui quand même gardait un souffle sensoriel, plus ou moins comme un certain futurisme. Quant à l'abstractisme mystique, c'était justement une peinture absolument abstraite, dont le but c'était d'évoquer, dans une certaine façon, justement quelque chose de transcendant, quelque chose, une sorte d'illumination. C'est tout là. Puis naturellement, je n'ai plus employé ces désignations qui, comme je vous ai dit, aujourd'hui semblent assez artificielles, forcées. Et tous les tableaux que nous allons filmer ici correspondent à La quelle- deuxième période, Tous. tous. Très bien. Coupe. Très bien. Et voilà oui. un premier. Une seconde. Encore. Oui. Julius Evola, voulez-vous nous parler de vos origines, de vos années de jeunesse et de votre formation spirituelle? Mes origines, je suis né à Rome. Pour ce qui concerne le côté purement biographique, je ne l'estime pas digne d'intérêt. Pour ce qui est ma formation intellectuelle, mes études officielles ont été des mathématiques. Dans le même temps, depuis ma jeunesse, je me suis intéressé des philosophies, des auteurs mystiques, ensuite de l'histoire des religions, d'orientalisme en particulier, et enfin de tout ce qui se rapporte aux doctrines traditionnelles, sur la base de laquelle j'ai entrepris une critique de la civilisation actuelle. Et enfin, un des derniers sujets auxquels je me suis consacré, c'était la sexologie, correspondant à cet ouvrage qui a été publié aussi en français, Métaphysique du sexe. Nous savons que vous avez participé dans votre jeunesse au mouvement d'avant-garde. Quels ont été dans cette période vos rapports avec le futurisme et avec Dada? Un rapport avec le futurisme s'imposait par lui-même, parce qu'en Italie n'existait que le futurisme comme art d'avant-garde. Et j'ai connu Marinetti et des autres exponents du mouvement futuriste. Mais puis, peu à peu, je me suis aperçu qu'il n'y en avait pas une homogénéité entre mon orientation et celle futuriste, à laquelle j'accusais une sorte de dynamisme chaotique, une sorte d'élan vital, avec du chauvinisme, avec l'exaltation du futur problématique. Toutes ces choses, pour moi, ne marchaient pas.
Et au contraire, je me suis presque immédiatement intéressé au moment dadaïste, immédiatement après la guerre. C'était 1919. Ben, j'étais en rapport avec Tristan Tzara, avec lequel je m'entendis très bien. Et dans ce temps-là, j'ai donné ma contribution dans le domaine de la peinture, de la poésie. Pour la poésie, c'est qui ma formation précédente avait pour centre surtout le courant français, le symbolisme, Ribot, Mallarmé et tout cela. Et j'ai donné, comme je vous l'ai dit, je me suis entendu très bien avec Tristan Tzara. Et lui aussi avait une certaine compréhension pour mon interprétation particulière du dadaïsme. Pas seulement comme un moment artistique, mais bien comme la fin de tout cas, comme le passage dans un plan où l'intérêt principal, c'est une sorte de délivrance absolue. Et ce côté, dirais-je, mystique du dadaïsme, j'ai souligné aussi dans des conférences qu'il fait ici en Italie. Et j'ai trouvé une compréhension aussi chez Tzara. C'est un côté de Tzara qui est peu connu, celui-ci. Nous savons... Archive, j'ai voilà 1A première. Oui, attendez une seconde. Allez-y. Nous savons qu'en 1923, vous avez cessé de vous intéresser d'une manière active tant à la peinture qu'à la poésie. Quelles sont les raisons de ce changement? Comme je viens de le vous dire, et pour moi, toute cette expérience artistique n'avait pas une valeur seulement artistique. C'est une sorte de reflet d'une crise existentielle profonde qui était survenue immédiatement après la guerre, avec le retour de la guerre. Alors ce n'est pas un état où on pouvait demeurer. C'est là la différence, j'estime, entre l'art abstrait d'alors et l'art abstrait d'aujourd'hui. Alors l'art abstrait avait cette dimension existentielle profonde. Aujourd'hui, c'est une sorte de convention, de manière, qui n'a pas aucune dimension en profondité. Alors c'est évident que lorsque j'ai dépassé cette crise, aussi son expression extérieure dans le domaine artistique n'a eu plus une raison d'être. Mais si on en a vécu sérieusement et au profond cette crise, il n'y avait pas trop de chemin à choisir. Quelqu'un pouvait se tuer, les autres faire rebrousser chemin, ce qui ont fait aussi certains dadaïstes à partir d'Aragon, par exemple. Ou bien s'effrayer le chemin pour une dimension ultérieure de l'expérience. C'est ce que j'essayais. En 1925 et jusqu'en 1930, vous formulez la théorie de l'idéalisme magique et de l'individu absolu. C'est le sujet de votre livre « Il Camino del Cinabro ». Nous expliqueriez-vous cette doctrine? Mais pour l'expliquer, je devais entrer dans un domaine technique de philosophie. Je peux dire en résumé que cette doctrine, c'était une synthèse entre l'idéalisme absolu de la ligne de successeurs de Kant, Schelling, Fichte, etc., de l'existentialisme avant la lettre, avec une dimension ésotérique. En troisième lieu, de la doctrine de la puissance, parce que, comme il est bien compréhensible, un des auteurs qui a exercé sur moi une influence particulière, ça a été Nietzsche. Un certain Nietzsche, parce que je ne l'approuve pas tout. Alors c'est une sorte de synthèse, là, de théorie de l'absolu absolu. On parle de la position gnoséologique, c'est-à-dire des doctrines de la connaissance. On la développe dans une doctrine du moi, et puis on considère les développements possibles de ce moi
jusqu'à un idéal presque chimérique qui c'était l'individu absolu. Et les phases de ce développement ont été exposées dans le deuxième volume de cette doctrine de cette théorie d'individu absolu qui s'appelle phénoménologie de l'individu absolu. Le mot est phénoménologie et apprendre dans le même sens de Hegel, phénoménologie de Geistes, phénoménologie de l'esprit, pas dans le sens d'un recueil de phénomènes plus ou moins. Novalis a-t-il eu une influence sur vous? En partie parce que à ce temps, j'étais assez intoxiqué par la méthode académique. Et Novalis, je reconnais qu'il avait des intuitions très profondes. Mais ce qui me gênait, c'était son côté poétique et intuitionniste, pas systématique. Votre livre, La tradition hermétique, est une exposition de la doctrine secrète qui se cache sous les symboles de l'alchimie. Est-ce qu'elle a des rapports avec les enseignements que vous avez exposés dans un autre livre, également traduit en français, La doctrine de l'éveil? Non, il y a une différence. La doctrine de l'éveil, c'est une exposition systématique de l'ascèse, de l'ascétisme bouddhiste, que j'ai reconstruit sur la base des textes originaux pali. Si bien que la traduction anglaise de ces livres était recommandée par la Pali Society de Londres, qui est l'autorité la plus reconnue dans cette branche. Et alors, ce livre est considéré comme un classique sur des études sur le bouddhisme, bien que ces thèses, pour la mentalité commune, pour une culture moyenne, sont révolutionnaires, parce que je considère comme un malentendu, ou bien comme une déformation, la conception du bouddhisme comme cette vision de la vie qui considère seulement le monde comme souffrance et le nirvana comme une sorte d'évasion plus ou moins dans le néant pour s'échapper à cette douleur. Je démontre au contraire, toujours sur l'appui des textes, parce que dans chaque page, vous trouvez des citations de toutes sortes, qu'au commencement, le bouddhisme était une doctrine initiatique, que le vrai sens de cette doctrine et de cette ascèse, qui a une allure toute particulière, c'est-à-dire, dirais-je, scientifique, parce qu'il n'avait pas de présuppositions religieuses ou morales, alors que le but ultime de cette discipline, c'était la réalisation de l'inconditionné. Le vrai nirvana, c'est l'inconditionné, que le bouddhisme pose au-delà même du royaume de Dieu. Archive, monsieur Vola, 2 premières. Attendez une petite seconde. Au cas. Et quelle est la différence avec la tradition hermétique? Et comme vous venez de le dire, la tradition hermétique, c'est un livre qui est consacré à l'exposition, à l'interprétation de cette tradition secrète qui se cache sous le symbole alchimiste de métallurgie, d'opération métallurgique. Alors, il y a une différence fondamentale avec l'interprétation, pas au sens de l'histoire profane de la science qui a fait M. Jung, parce qu'il considère tout cela, tout ce monde alchimique, pas comme un monde matériel de métaux et de substances matérielles, mais comme des projections de la libido, des archétypes, etc. Au contraire, j'expose ces enseignements comme un enseignement initiatique qui, comme tel, concerne les forces réelles, bien que pas physiques, et a pour but la transformation intérieure de l'homme. Alors là, il y a, je voudrais dire que ceux des livres, Doctrine de l'éveil et Doctrine tradition hermétique, indiquent 2 voies possibles. L'un, c'est d'une ascèse sèche, virile, du détachement.
on réalise les noyaux, dirais-je, olympiques de l'être par les moyens du détachement absolu de tout, soit du lien terrestre, soit du lien céleste. Au contraire, la tradition hermétique a un esprit bien plus occidental, hein, je m'aventure de le dire, c'est-à-dire a un caractère opératif. C'est une réalisation immanente, hein, dont le but est près de ceux de grands mystères, c'est-à-dire c'est significatif que le but, que l'état ultime de la religion hermétique est signé par des symboles royaux. C'est la croix, c'est la couronne, c'est le roi, c'est l'empereur. Et ce n'est pas les couleurs blanches de la contemplation, mais c'est les couleurs rouges du feu. Alors là, c'est une tradition très intéressante au point de vue de son affinité avec l'esprit aussi de l'Occident. Et je pense que mon exposition, je dois le dire, c'est l'exposition la plus complète et plus approfondie aussi pour les comparaisons avec les autres enseignements qu'il existe sur ces sujets. Aussi Jung a éprouvé la nécessité de citer mon livre entre les systèmes, entre les expositions systématiques de l'hermétisme. Mais à votre avis, et c'est je crois une chose essentielle pour la suite de votre exposé, peut-on se détacher de soi-même? Mais c'est là la présupposition de toute doctrine ascétique, même mystique, encore davantage initiatique. Votre ouvrage, La révolte contre le monde moderne, date de 1934. Il est la base d'une révolte de droite qui, comme vous l'avez dit, se présente d'une façon bien plus radicale que toutes les contestations actuelles auxquelles vous reprochez l'importance attribuée à Herbert Marcuse. Voulez-vous vous expliquer sur ce point et nous indiquer en quelques mots la matière et l'orientation de la révolte contre le monde moderne? La révolte contre le monde moderne, c'est un livre assez gros, assez fort. Il se compose de deux parties. Là, l'une s'appelle Le monde de la tradition. Et je cherche de donner ce qu'on appelle en philosophie une doctrine de catégories du monde traditionnel, c'est-à-dire les formes constantes dans lesquelles se présentent à travers des différences presque indéfinies, mais qui ne cachent pas l'identité de la substance, la forme dans laquelle se présentent les structures fondamentales d'une société, c'est-à-dire à partir de la royauté, la loi, l'État, l'espace, le temps, la guerre, les relations entre les sexes, le jeu. Et c'était tout cela, en puisant dans les documents les plus variés, à partir de l'Extrême-Orient jusqu'à l'Amérique précolombienne, du Moyen-Âge jusqu'à l'Antiquité méditerranéenne, etc. La deuxième partie, alors la première partie, je pourrais l'appeler morphologique. La deuxième, au contraire, c'est une sorte de philosophie de l'histoire. En partant de la préhistoire, la plus lointaine, je cherche de reconstruire, ou d'interpréter, si vous le voulez, les cours de l'histoire. Cours dont la clé, pour moi, est l'idée d'involution, et pas d'évolution. Et à ces sujets, je prends comme base non des idées personnelles, mais cette doctrine des 4 âges que vous retrouvez dans des traditions très différentes, avec une remarquable homogénéité, à partir de la doctrine hindoue des Yuga jusqu'à la doctrine que Hésiode expose des 4 âges, âge de l'or, de l'argent, du bronze et du fer, jusqu'aux enseignements du même esprit nordique, etc. Et alors, sur la base de ce schéma, j'interprète les phases principales du développement, c'est-à-dire de la chute occidentale. Et la fin de cette interprétation a été presque prophétique, parce que le titre du chapitre
correspondance s'appelle « Les cycles se ferment, Russie et Amérique ». Et je donne l'image de la Russie bolchéviste et de l'Amérique capitaliste comme deux branches des mêmes choses que malgré toutes les différences ont les mêmes sens, d'étrangler tout ce qui reste de l'Europe traditionnelle. C'est ce qui est arrivé après. Si vous considérez que le livre est paru en 1933-34 en Italie, en 1934 en Allemagne. Alors, étant donné cette structure du livre, vous voyez que les titres « Révolte du monde moderne » ne correspondent pas entièrement au contenu, parce qu'il ne s'agit pas d'un livre polémique. Mais la polémique vient par soi-même, parce que, en voyant comme sont les choses, c'est naturel pour quiconque garde une certaine sensibilité spirituelle de dire non au monde moderne. Mais c'est là la différence avec Marcuse, avec toute cette bande de contestataires, etc. Ils peuvent avoir raison dans certaines critiques, mais lorsque vous demandez au nom de quoi, ils ne savent absolument dire rien. Et c'est mieux qu'ils disent rien, parce que lorsqu'on écoute Marcuse sur les sujets de ce qu'il propose comme une société meilleure, on est terrorisé parce que sa sociologie s'inspire d'un freudisme tellement grossier qui fait absolument rire. Alors c'est ça, puisque dans mon livre, comme point de départ, je pose le monde de la tradition, je pose en même temps le point de repère, dans le cas qu'on veut s'aventurer dans une contestation positive, qui par soi-même est naturellement une constitution de droite et pas de gauche. À propos de la tradition, dans le sens éminent, dont vous vous considérez en Italie comme le principal théoricien, quels sont les rapports entre vos idées et celles de René Guénon, qui avait la même orientation traditionnelle et antimoderne? Bon, il y a une différence qu'en partie dépend de ce qu'on appelle l'équation personnelle. Parce que ma constitution, ma tradition était différente de celle de Guénon. Guénon était somme toute un intellectuel. Moi, j'étais plus pour le côté actif, pour le côté action, etc. Et ces différences se projettent à une certaine mesure aussi dans les interprétations respectives que nous donnons à tout l'héritage traditionnel. Pendant que Guénon souligne surtout le rôle de la contemplation, de la connaissance, moi, je ne nie pas le rôle que connaissance et contemplation ont. Mais je dis qu'une autre voie possible, c'est celle de l'action. Et dans mes interprétations, j'ai souvent fait tomber l'accent sur la tradition, sur la création de l'action. Et par là même, on voit la différence qui consiste dans le fait que Guénon donne la priorité à la caste sacerdotale comme dépositaire de la contemplation, pendant que moi je donne la prééminence à la tradition guerrière et royale. Archive, monsieur, voilà 3 premières. Cette différence se reflète dans les rôles que nous donnons à l'Église et à l'Empire. Guénon estimait que si l'Occident a eu une tradition, ceci est dû à l'Église, à la tradition catholique. Moi, j'ai affirmé avec Dante, au demeurant, que la tradition ghibelline de l'Empire était l'exponent justement d'une tradition de la même dignité, avec une dimension surnaturelle qui est très claire dans l'idéologie
Ghibelline, les Hohenstaufen, les empereurs allemands. Et j'ai cherché de trouver les documents, les témoignages de cette veine secrète dans la littérature chevaleresque et surtout dans le mystère du Graal, qui pour moi c'est un mystère absolument gibelin. L'idéal suprême de cette courant, ce n'est pas le prêtre ou l'Église, mais c'est la... Alzare. 3A première. Au moment du mystère du Graal. Alors, en cherchant des témoignages sur la spiritualité impériale, sur les ghibellines, je me suis rapporté à toute la tradition chevaleresque, notamment la tradition du Graal, que j'ai interprété dans un livre qui est paru aussi en français, qui s'appelle Les mystères du Graal et la tradition ghibelline. Et alors il apparaît que le Graal, qu'on devait retrouver pour faire fleurir de nouveau un royaume déchu, c'était justement l'héritage de cette tradition unitaire, royale et sacerdotale dans le même temps. Parce que c'est là un point de différence avec Guénon. Parce que Guénon, comme il est obligé de reconnaître, estime qu'aux origines, les deux autorités étaient réunies. L'autorité spirituelle et le pouvoir temporel étaient un. Ce qui existait jusqu'à hier au Japon, pour ne parler des anciennes civilisations, il ne vaut pas la peine de les nommer ici. Et puis que seulement ensuite, il y a eu cette division des pouvoirs. Mais alors, étant donné cette division, il estime que c'est partant du pouvoir de l'autorité spirituelle qu'on devait chercher de venir à une reconstruction traditionnelle. C'est qui est arbitraire parce qu'il s'agit de des morceaux. On peut concevoir la même entreprise aussi partant de l'autre, c'est-à-dire intégration royale dans la dimension spirituelle. Et de là, il y a des différentes conséquences. Puis sur des points particuliers, je ne m'arrête pas trop parce que ça conduirait trop lointain. Guénon estimait que l'Église catholique aujourd'hui, ce serait le point de repère, le point de repère pour un redressement traditionnel. On voit aujourd'hui où est que va l'Église. Ce sont des illusions. Et je garde une lettre de Guénon avec laquelle nous avions une correspondance très suivie, dans laquelle, puisque j'ai fait cette objection, il a dit, pour moi c'était un devoir d'indiquer certaines possibilités, mais je savais d'avance qu'il aurait eu une fin de nous recevoir. Et alors la direction aujourd'hui ouverte à gauche de l'Église ne laisse pas de doute sur cette chose. Et l'autre point de contraste, c'est au sujet de la maçonnerie, de la franc-maçonnerie. Il considère que, puisqu'il est très formaliste, que lorsqu'on organise l'organisation traditionnelle, au moins aux origines traditionnelles, garde intactes ces rites, ces cérémonies, toutes ces opérations, elle maintient sa valeur, même si au point de vue pratique, elle subit une dégénération ou bien. Et moi, je ne suis pas de cet avis, n'est-ce pas? Et je ne peux pas que constater l'action dans le sens antitraditionnel, que depuis la vieille de la Révolution française jusqu'à hier, la maçonnerie comme une sorte de religion du troisième État a exercé. Et je suppose que la maçonnerie, qui aux origines avait un caractère initiatique, que dans cette maçonnerie se sont infiltrés, sont pénétrés des influences qui lui ont donné une direction tout à fait contraire. Est-ce que vous accepteriez de nous parler d'un point particulier? C'est le livre le plus mystérieux de Guénon, Le Roi du Monde. Oui. Qu'en pensez-vous? Eh bien là,
C'est un aperçu général du caractère de nature documentaire. Il constate comme l'idée d'un centre suprême du monde revient dans les traditions les plus diverses. Et il décrit ces différentes traditions. Et décrit aussi quelle est la fonction attribuée à ce centre. Quant à dire si ce centre existe ou non, il croit qu'il existe, mais il ne va pas trop à s'aventurer dans cette information, dans une affirmation si dangereuse, parce que j'écris un essai dont le titre est « Les centres initiatiques de l'histoire ». Ce roi du monde devait contrôler tous les destins de l'humanité. Que fait-il? Parce qu'il est clair que l'Occident, depuis longtemps, a pris la voie du déclin, d'involution. Et aujourd'hui, encore davantage. Que fait-il? Ou il ne peut pas, ou il ne veut pas intervenir. Alors, c'est là un problème. Et nous ne parlons pas du Tibet, dont les mythes étaient si fascinants, si charmants pour beaucoup de spiritualistes, de théosophes. Et il a suffi que des bandes communistes l'envahissaient parce que tout ce qui était tradition tibétaine a disparu. Sur le plan de l'action, quels ont été vos rapports avec le national-socialisme et le fascisme? Est-ce qu'à cet égard, il faut se reporter à votre livre « Le fascisme et ses critiques du point de vue de la droite », suivi des remarques sur le Troisième Reich? Bon, il faut que je dise d'abord que je n'étais ni fasciste, ni national-socialiste, ni membre d'aucun parti, comme je n'ai pas donné ma voix à aucune élection. Pour ce qui est de ce mouvement, il y a deux côtés à considérer. L'un négatif, c'est-à-dire leur négation. Et je ne pouvais pas être d'accord avec le mouvement qui s'est déclaré contre toute démocratie et tout marxisme. Alors, je pouvais accepter cette position. Pour ce qui concerne les côtés positifs, il y a des côtés valuables, des aspects valuables, des aspects qui ne l'étaient pas. Et ce que je pouvais prouver est la reconstitution de l'autorité de l'État. L'idée de passer la lutte des classes avec une formation hiérarchique et corporative, et un certain style militaire et discipliné de la nation, et une certaine tendance anti-bourgeoise. Et tout cela, pour moi, allait bien. Et ce que je n'approuve pas, c'est le côté dictatorial. Chez nous, le mal est à moitié parce que, bien que nominalement, la monarchie existait encore. Au contraire, l'action du national-socialiste a été, dans un certain sens, assez destructrice, parce qu'il a nié, en grande partie, ces traditions qui existaient même après la Première Guerre mondiale. Alors, pour ce qui sont les rapports avec ce mouvement, je n'ai exercé presque aucune action dans le monde du fascisme, aussi pour des raisons particulières de mentalité et pour une sorte de maçonnerie qui s'était formée là, des groupements fermés. Pendant que j'exerçais une certaine action en Allemagne, mais justement dans ce milieu qui n'était pas justement national-socialiste, mais qui était conservateur aristocratique. Par exemple, j'ai fait des conférences. Archive, monsieur, voilà 4 premières. Une seconde. Au cas. Non, pas ça. Je vais dire que
Des rapports, je l'ai eu surtout avec l'élément de ce qu'on appelait la révolution conservatrice en Allemagne, die conservative révolution. Et j'étais très ami du baron von Gleichen, qui était le président du Herrenclub, du club des seigneurs de Berlin, dont le rôle est assez connu dans la période précédente. Et pas avec les mouvements nazistes en tant que tel. Pour Hitler, je n'avais aucune sympathie, parce qu'avant tout, j'ai trouvé qu'il était une nature prolétarienne. En second lieu, qu'il est un type dangereux de posséder, bien très doué, d'où ses succès, etc. Et pour ce qui est de la SS, le discours est un peu différent, parce que d'habitude, on connaît de la SS seulement les aspects les plus fâcheux, camps de concentration, tout cela, Gestapo, etc. Mais il faut se rappeler que Himmler flirtait avec l'idéal d'un ordre, ce qu'on appelait, il y a aussi un livre en français, l'ordre noir. Il voulait ressusciter dans une nouvelle forme l'ancien ordre, les chevaliers Teutones, les chevaliers germaniques du IIe siècle. Et dans ce sens, il travaillait pour donner une certaine formation particulière des mi-spartanes et des mi-prussiennes à ces éléments choisis, l'élément nouveau, et qui demandait aussi qu'il avait de la race et qu'il avait une formation surtout militaire aussi. Et alors, dans ce sens, puisqu'il cherchait aussi une sorte de consacration pour cet ordre, il avait intérêt aussi pour les symboles primordiaux, tout ce qui était les traditions primordiales. Et dans ce sens, il avait porté aussi l'attention à moi. Et j'ai fait des conférences à Berlin, en allemand, pour les chefs de la SS, justement sur ces domaines, sur ces camps tout à fait particuliers, ces domaines tout à fait particuliers. Et c'est là tout, je n'ai pas eu notre relation avec les Allemands. Est-ce que vous avez effectivement tenté de constituer le début de l'Ordre Noir? Qui était lui, Himmler. Himmler l'a tenté. Et il a formé. Si ce qui a formé était à l'auteur de l'idéal, c'était notre discours, n'est-ce pas? Voulez-vous nous dire quel est votre concept de race et pourquoi vous avez été accusé par vos adversaires de racisme? Mais vous savez, raciste, fasciste, etc., ce sont des étiquettes qu'on emploie très volontiers pour quelqu'un qu'on veut liquider sans se donner la peine de connaître les idées véritables. Et pour ce qui est le problème de la race, ce serait un discours un peu long, parce qu'avant que le fascisme aussi avait pris une orientation raciste, je travaillais en Allemagne dans le sens de rectifier ce que je voulais appeler le racisme biologique et scientiste qui avait pris très pied. Et je ne pouvais faire parce que j'étais italien, parce que un Allemand qui aurait fait ces propos, très probablement serait fini dans un camp de concentration. Alors, pour arriver à l'essentiel, je me suis occupé du racisme, mais avec l'intention de le rectifier. De là, une doctrine toute particulière de la race. C'est évident que, comme toute conception, aussi celle de la race dépend de l'idée qu'on a de l'homme. Si cette idée est matérialiste, c'est évident qu'il y a aussi les concessions qu'il prend pour base seront matérialistes. Et ce sera différent lorsque la base est différente. Alors moi, je suis parti pas par la concession biologique de l'être humain, de l'entité humaine, mais bien de la concession traditionnelle. L'homme composé par un esprit, une âme et un corps. Et alors j'ai posé le problème de la race pour toutes les éléments. Alors j'ai formulé une théorie de la race du corps qui correspond plus ou moins à l'anthropologie courante. Une théorie de la race de l'âme qui étudie
la typologie, les manières de réagir, des sentiments, des aspirations, tout cela peut avoir un style particulier qui peut être aussi caractéristique d'un certain groupe humain. Et au sommet, il y a la race de l'esprit. Ce sont les formes typiques qui peuvent avoir l'attitude vis-à-vis au spirituel, à la vie et à la mort en général, les surnaturels, etc. Alors, dans cette manière, j'ai présenté un tableau plus complet, plus intégral du problème de la race. Et il se peut qu'intéresse que Mussolini, dont, je le dis entre parenthèses, je n'étais pas l'éminence grise, comme on a écrit en France, mais que j'ai vu seulement dans cette occasion, a eu l'occasion de lire ce livre que j'écris en Italie. Ça s'appelle Synthèse de la doctrine de la race, avec ses différenciations. Et il était enchanté, au point qu'il voulait en faire la base pour une action particulière dans laquelle l'Italie aurait été le sujet actif vis-à-vis de l'Allemagne, pour la supériorité, les caractères plus complexes de cette thèse. Et c'est là la première occasion que j'ai vu Mussolini, lorsque la guerre avait déjà commencé. Alors tout se raconta, moi, éminence grise, Mussolini, etc., ce sont de la fantaisie pure. J'ajoute que le racisme, ce n'est pas un synonyme d'antisémitisme. Les problèmes du judaïsme, pour moi, existent. Mais on ne doit pas confondre les choses. Dans Les hommes et les ruines, vous avez avancé une doctrine qui se résume en ces mots: agissez de sorte que ce sur quoi vous ne pouvez rien ne puisse rien sur vous, et aussi chevaucher le tigre. Voulez-vous nous expliquer cette doctrine? Eh bien, il y a là, je me permets de le dire, une petite confusion, parce qu'il s'agit de deux livres très différents. L'un s'appelle Les hommes et les ruines, c'est-à-dire les hommes qui sont encore debout au milieu des ruines spirituelles et matérielles de l'époque ultime. L'autre, c'est à le titre Chevaucher les tigres. Le premier, en un certain sens, est positif, parce que je cherche d'exposer les éléments d'une doctrine de l'État, d'une vision de la vie, d'une éthique, la critique de l'économie, du passement du capitalisme et du socialisme. Et c'était là le problème de la guerre occulte. Et c'était jusqu'à arriver à un chapitre final qui s'appelle l'Europe, son unité et ses conditions, où je pose les problèmes et je cherche de les résoudre selon un point de vue naturellement traditionnel. Alors ce livre a été écrit, maintenant il paraît en 3e édition, il a été écrit il y a 12 ans, dans le but de servir des points de repère pour un groupement des droits italiens. Il est inutile de remarquer, de souligner que lorsque je parle des droites, je ne parle point du tout de la droite économique, qui pour moi est une subversion telle comme les maximes et l'autre. Il s'agit d'une droite politique aristocratique, si vous voulez, comme vous pouvez la concevoir, Metternich, Bismarck, ou si vous voulez, Borra, dans un certain sens. Alors il devait servir comme point de repère pour cette action, pour ce groupement, comme base idéologique pour ce groupement. Et je peux dire qu'après la guerre, celui-ci a été le premier livre, l'unique livre qui a exposé d'une manière systématique une doctrine antidémocratique, une doctrine aussi antisocialiste, etc. C'est l'unique chose qui existe. Maintenant, je cherche à le faire paraître en France. J'ai fait des tentatives. Et je pense que ce serait bien aussi parce on m'a dit qu'il y a assez de forces qui cherchent une orientation plus précise dans ce sens. Et chevaucher le tigre. Bien. Je vais couper. Encore. Et chevaucher le tigre. Chevaucher le tigre, c'est bien. Tandis que le premier livre
a une intention positive, le point de repère pour une reconstruction, bien que hypothétique et utopique étant donné le temps. Le deuxième livre a une orientation, a une prédisposition négative. C'est-à-dire que nous sommes désormais dans une époque de dissolution complète, qu'il y a des procès en cours qui sont arrivés à une phase telle qu'on ne peut plus les arrêter. Au point que s'opposer directement à ce procès, à ce phénomène, on risquerait d'être écrasé. Alors il y a une autre manière de les accepter, mais lui donner une direction différente. Et c'est là la formule chevaucher le tigre. Le tigre, c'est qui est déchaîné, chevaucher et s'y mettre dessous pour attendre que l'animal se fatigue ou bien s'épuise pour prendre la parole. Et là, il y a un autre point. C'est une formule tantrique. Transformer les poisons en médecine. Et alors, dans ce livre, j'ai considéré une série de domaines. La religion, la morale, la science, les arts, la politique, la vision du monde, la société, la famille, le sexe et tout cela. Et j'ai examiné le caractère de la dissolution qui a frappé tous ces domaines. Et puis j'ai indiqué de quelle manière on peut utiliser cette dissolution, pas avec un résultat négatif pour une destruction, comme c'est le cas pour la plus grande partie des personnes, mais pour un homme que j'appelle l'homme différencié, pour acquérir une libération supérieure, en détruisant de certaines formes qui, somme toute, ne sont pas les formes du monde de la tradition, mais la forme de la civilisation de la société bourgeoise, acquérir une nouvelle supérieure liberté. Alors c'est là le thème de ce deuxième livre. Vous vous êtes beaucoup occupé du sexe et surtout de la métaphysique du sexe. Un de vos ouvrages, paru en France, y a rencontré beaucoup d'intérêt. Pouvez-vous nous en parler? Du sexe, je me suis occupé assez récemment. Et ce livre a eu son point de repère, avec l'intention que j'avais d'écrire une introduction au livre de Weininger, Sexe et caractère. Puis là, j'ai vu que la matière s'élargissait d'une manière telle que ce n'est pas possible de contenir cette introduction. Alors, naturellement, en recueillant les autres matériaux, j'écris ce livre. Et on peut dire que, dans un mot, que c'est l'anti-Freud. C'est la position de Freud. On peut dire que, tandis que Freud a découvert une dimension transcendante, mais presque démoniaque du sexe, subpersonnel, je cherche de retrouver dans l'expérience du sexe une dimension transcendante au sens supérieur, qui conduit à nous. En grec, comme on pourrait dire, anagogique, pendant que l'autre est catalogique, c'est qui conduit vers le bien. Et alors, il y a là un examen, pas seulement des formes profanes de l'amour et de l'amour sexuel, tel que presque tout le monde les connaît, pour y découvrir des, comment on dit, épirailles. Est-ce qu'il existe épirailles? Lorsque quelque chose s'entrouvre. Ah oui, une ouverture. Mais ouverture, c'est un peu. C'est also disons, des symptômes d'une expérience plus profonde, de laquelle même les personnes intéressées, c'est-à-dire les personnes qui s'aiment, ne s'aperçoivent pas. Ils ne s'aperçoivent pas justement là où cette dimension serait la plus importante, dans l'orgasme sexuel. Alors, il y a constaté
d'un point de vue qu'aujourd'hui on appelait phénoménologique, ces aspects d'expérience sexuelle. Je suis passé en considération d'études comparées. J'ai constaté comme cette dimension, dans les autres civilisations, avait toujours été reconnue. On connaît un sacrum sexual, c'est-à-dire un sacré du sexe, qui était la base, pas seulement pour les rites un peu répandus de tout le monde, mais aussi pour les pratiques assez précises, pour conduire l'expérience sexuelle à produire des phénomènes magiques, statiques et mystiques. Et là, j'ai recueilli des traditions de toutes sortes, selon mon habitude. L'extrême-orient du taoïsme, au tantrisme, les pays arabes, c'était jusqu'à la démonologie du Moyen-Âge, etc. Alors c'est la position du Freud dans ce sens. Et j'ai cherché d'attirer l'attention sur une dimension du sexe qui est autant superpersonnelle et profonde comme celle sur laquelle Freud s'est obsessionné, mais qui au contraire a pour fond le plus profond une transcendance. Et j'ajoute que la clé pour mon interprétation était le mythe de l'androgyne. Vous les trouvez comme on les connaît surtout en Europe. Chez Platon, le banquet, quelle est l'interprétation du sexe? C'est une impulsion confuse et irrésistible à restaurer une unité primordiale, qui était des êtres dont la puissance faisait peur même aux dieux. Et dans les mythes platoniques, c'est pour ça que les dieux, on les a brisés à deux, hommes et femmes. Ainsi donc, pour vous, le sexe peut être un élément de la reconstruction. Non, de reconstruction, non. Pétitisé, c'est un domaine purement individuel. C'est-à-dire que peut-être utilisé pour chercher d'approfondir l'expérience, pour déceler et assimiler cette dimension transcendante. Et c'est évident qu'il y a une opposition précise entre la liberté sexuelle d'aujourd'hui et ces doctrines. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans une sorte de démonie, de démonisme du sexe. Mais c'est justement une sorte quelque chose qui fait dépendant aux drogues. C'est des manières pour évader, pour échapper à l'angoisse existentielle. Et alors, tout finit dans des sensations plus spasmodiques et chaotiques qui ne sont absolument aucune solution du problème. Ceci, je l'ai exposé aussi dans un essai d'un de mes livres, qui n'est pas traduit en français, s'appelle L'arco et la clava, c'est-à-dire l'arc et la massue. Mais vous-même... Pardon. Alors, moi j'ai laissé tourner quand même. Exercice première. Mais vous-même, vous ne vous êtes jamais marié. Pourquoi? Parce que j'ai toujours tenu à ma liberté absolue, aussi dans ce champ.
Je ne connais pas même ma famille, c'est-à-dire, elle existe, mais j'ai vécu toujours de manière indépendante et absolument anti-bourgeoise. Ainsi que je n'ai eu jamais une profession, une occupation dans un bureau, etc. Je me suis préféré d'avoir moins de possibilités, mais une pleine liberté. Et puis, au point de vue sexuel, je ne suis pas pour la monogamie. Veuillez excuser cette question, mais on a souvent dit que vous vous livrez à des pratiques magiques, à la magie noire de la voix de la main gauche tantrique. D'où pensez-vous que naissent de tels bruits, de telles suppositions? Mais comme je vous l'ai dit, il y a des personnes qui veulent absolument créer des mythes et prendre les occasions les plus drôles pour se satisfaire. On est arrivé même, justement, c'est en France qu'on a écrit que chez moi, on célèbre les messes noires avec les jeunes filles blondes chaque semaine. Alors, étant donné mes conditions, il y a à dire ce mot allemand, zu schön um wahr zu sein, c'est-à-dire c'est trop beau pour être vrai. Alors, ce que je peux dire, qu'en 1927, 28 et 29, j'ai organisé ce qu'on s'appelait le groupe des Our, qui ne s'occupait pas de magie, mais des opérations initiatiques. Et après cette période, alors il faut distinguer entre des pratiques initiatiques et des pratiques magiques, ce qui est assez différent. Et j'ajoute que de ce groupe de Our est né un ouvrage qui est presque unique dans son genre. Ce sont des 3 volumes qui s'appellent Introduzione alla magia, Introduction à la magie. Ce sont des monographies anonymes, parce que selon nous, ce n'est pas l'auteur qui compte, mais le sujet, avec des traductions, des commentaires. Alors je pense que pour quelqu'un qui veut explorer de manière sérieuse, parmi tant de contrefaçons et de fantaisies, ce sujet, cet ouvrage est indispensable. Et paru en troisième édition, la troisième édition italienne, il y a un an, moins d'un an, ici. Et si, pour ce qui est l'origine de ce récoltat, vous savez bien qu'en partant des théories, on arrive très facilement à supposer des pratiques correspondantes. Moi, j'étais le premier en Italie à faire connaître le tantrisme, à exposer aussi ces rites de la main de la roi, de la main gauche, etc., à examiner cette éthique de ce qu'on appelle le kaula. C'est un courant des tantriques qui professe une sorte de surhomonisme, une sorte de doctrine du surhomme, au-delà du bien et du mal, en se permettant toutes choses, sur la base d'une préparation ascétique. C'est là le singulier, qu'on considère l'ascétisme dans ce courant, pas pour un moyen de se détacher du monde, mais pour être libre de le vivre, sans y être pris. Et dans cette présupposition, on peut se permettre toutes choses, ce qui naturellement est assez dangereux étant donné la faiblesse humaine. Alors, à partir de ces présuppositions, de ces expositions et de la compréhension que j'ai eue pour ces doctrines, il est facile de penser que moi aussi je m'occupais de ces choses. Au moment où vous affirmez que nous traversons l'âge obscur dont parle la tradition hindoue, quel est à votre avis le remède ou les remèdes à cette dissolution de la civilisation actuelle? Réponse tout à fait négative. Il n'y a rien à faire. Selon cette doctrine de philosophie de l'histoire ou métaphysique de l'histoire, sur une base
évolutive dont je vous ai parlé dans les questions précédentes, nous sommes jusqu'à la fin, presque à la fin d'un procès de dissolution qui a commencé pas hier, qui ne consiste pas dans ses aspects plus ou moins indifférents, bien que fâchés de la société de consommation, technocratie et tout ça, mais qui a commencé bien en avant, avec la perte progressive de tout sens réel, du surnaturel, avec la coupure des liens qui rattachaient l'homme à ce qui est plus humain, plus que humain. Étant donné que ce procès qui a commencé depuis des siècles, nous sommes arrivés presque à la phase ultime. Et c'est assez absurde de chercher d'arrêter ce procès comme arrêter une lavine. On dit lavine, hein? La neige qui forme une avalanche. Une avalanche. J'ai fermé lorsque presque arrivé dans la vallée. Et alors, il n'y a qu'à attendre, ça se rattache un peu avec la doctrine de chevaucher les tigres, comme vous pouvez bien le comprendre. Et il n'y a que dire que ce qui est important est que cette personne s'est-il malgré tout debout pour continuer, même de manière souterraine, et avec pas des effets immédiats, la tradition. Et je reporte souvent des beaux mots d'un poète autrichien, Rilpart, qui dit « Le souhait est que ceux qui ont veillé pendant la longue nuit se rencontrent avec ceux qui arriveront dans la nouvelle aurore. » Est-ce que vous avez l'espérance de la vie éternelle? Espérance. Vous savez que dans notre doctrine, nous n'avons ni espérance ni crainte. Où on sait une chose, on ne le sait pas. Je pourrais vous dire quelles sont les vies traditionnelles sur ces sujets, mais on ne finirait plus. Ce n'est pas une chose à dire là. Vie éternelle, avant tout, il faut poser la question de la survivance. Puis distinguer les différentes sortes de survivance. Puis distinguer la survivance de l'immortalité, et ainsi de suite. Parler de la première mort, de la seconde mort. Et vous voyez que c'est un sujet très vaste que j'ai considéré dans mes livres. Et votre idée qu'il n'y a pas un autre monde, mais un seul monde avec une dimension invisible du monde, est-ce que vous appelleriez cela du nom de Dieu? Je ne comprends pas. Je veux dire, cette dimension invisible du monde, qui est dans tous vos livres, dimension surnaturelle, est-ce que vous lui donneriez le nom de Dieu? Je me permets de vous dire que la question est mal posée. Avant tout, il n'existe pas une réalité au derrière de l'autre, mais il existe des différents moyens d'expérimenter une chose unique. Ce qui est matériel, c'est les phénomènes, les projections d'un œil matériel, d'un regard matériel. Lorsque l'homme a changé son être, il persévérera la même réalité dans les autres formes. Et alors, ce sont des dimensions. Et comme dans la radio, vous pouvez tourner les boutons sur des différentes longueurs d'onde, et vous percevez des autres, des suites différentes. Alors là, il n'existe pas un monde relatif et le monde absolu, mais un regard relatif et un regard absolu. Pour ce qui est Dieu, ce n'est pas le cas d'y parler, parce que pour la métaphysique, le Dieu c'est un concept qui appartient à la conscience religieuse, pas à la conscience métaphysique. Vous savez que selon la doctrine hindoue, et aussi selon certains mystiques occidentaux, comme Dionys l'Aréopagite, et même Plotin, même Maître Eckhart, on considère quelque chose qui est au-delà de la divinité, de Dieu. Parce que le Dieu, selon le point de vue oriental hindou par exemple,
sur le principe de l'être. Mais le principe de l'être a, vis-à-vis de soi, le principe du non-être. Il y a quelque chose de supérieur à l'être et au non-être. Et au non-être. Et c'est une sorte... 27 première. Ça fait rien, qu'on règle ça pendant que ça tourne. Oui, si vous voulez reprendre, moi, vous nous disiez que vous disiez il y a l'être, vous savez qu'il y a l'être et il y a le non-être. Je disais que Dieu, c'est une catégorie qui appartient surtout au domaine religieux, et tel qu'on l'entend surtout en Occident. On pense au Dieu théiste, le Dieu comme personne. Alors, ce n'est pas un concept, une catégorie de la métaphysique. Parce que ce Dieu théiste, au maximum, on peut le considérer comme le principe de l'être. Mais l'être par lui-même, pour sa nature à contre soi, contre lui le non-être. Et on peut concevoir quelque chose qui est au-delà de l'être et du non-être. Et c'est là la métaphysique. C'est l'affect métaphysique dans une conception traditionnelle du monde. Et c'est là, c'est là dont parle Plotin, c'est la Gottheit, c'est-à-dire le Dieu au neutrum, dont parle Meister Eckhart, et qu'il pose au-delà des dieux. Et partout, et dans les expériences les plus profondes, même les mystiques qui côtoient les vérités de l'initiation, a été pressenti cette idée-là, qu'il y a un point de repère absolu qui dépasse qui est une sorte de sur-Dieu, quelque chose qui dépasse la conception de Dieu, surtout théiste chrétienne, qui, je voudrais ajouter, à propos de la main de la voix de la main gauche, Vamachara, en hindou, que celle-ci se rattache à une conception presque complète de la divinité. Cette divinité est exprimée dans ses formes plus populaires, dans celle qu'on a appelée la Trimurti, c'est-à-dire trois faces du divin. L'un qui est Brahma au masculin, pas au neutrum. Le deuxième, c'est Vishnu. Le troisième, c'est Shiva. Le premier Dieu, c'est-à-dire la première puissance de la divinité, c'est la création. La deuxième, c'est la conservation. Et à ça se rattache tout ce qui est dévotion, respect de l'existence, tout ce qui est créateur, etc. Le troisième, Shiva, au contraire, c'est le dieu de la destruction. Ma destruction à entendre comme transcendance. C'est le représentant de ce qui est inconditionné, et comme tel ne peut que agir d'une façon destructive sur tout ce qui est conditionné. Alors pendant que le premier Dieu, création, conservation, forme l'objet de la voix de la main droite, le troisième, Shiva, c'est justement le Dieu du troisième, qui s'appelle le Dieu qui, c'est le troisième Shiva, c'est le Dieu qui, sous le signe duquel c'est la voix, c'est tout la voix de la main gauche, qui comprend des formes de destruction rituelle, l'orgiasme, tout ce qui, dans son paroxysme, dépasse tout ce qui est conditionné. Et ce n'est pas, et c'est vu, ne se limite pas à ces milieux un peu spécialisés comme ceux du tantrisme. Mais si vous consultez un texte qui aux Indes a la même popularité presque de la Bible chez nous, que c'est la Bhagavad Gita, dans le chapitre 10e, vous trouvez justement que la forme suprême du Dieu se révèle dans sa manière épouvantable, dans sa forme épouvantable, en une force qui détruit toute chose, qui est comme un potentiel trop haut
qui fait sauter un circuit, un schéma. Et c'est intéressant que cette révélation du divin dans sa forme suprême a été accordée à un guerrier, Arjuna, lorsque au point de combattre, en voyant dans le fil de ses ennemis, aussi des parents, des amis, ne veut plus combattre. Alors le Dieu l'encourage en disant, tous ceux que tu vois sont déjà morts avant d'être nés. Tous seront transportés par ma puissance destructive, parce qu'aucun est à l'auteur de la transcendance que je suis. Alors, de par peur, sois mon instrument et combat sans peur et sans souci. Je crois que c'est là la justification la plus haute, la justification sacrale la plus haute de la guerre qu'on peut trouver dans le monde traditionnel. Et pour terminer sur une note plus gaie, voudriez-vous nous raconter quelques anecdotes sur la manière futile dont parfois on vient vous questionner? Et je n'ai pas dit parce que c'est une question futile et stupide. Je ne réponds pas, je fais marcher, je pose une fin de non-recevoir. S'il s'agit des choses amusantes, je réponds avec les autres choses amusantes. Quoi, ça marche encore? Oui, c'est pour... Archive P2 première. Julius Evola. Julius Evola. En Italie et ailleurs, vous êtes connu surtout comme l'auteur de nombreux livres de métaphysique, de sciences spirituelles, d'orientalisme et de critique de la civilisation. L'un de vos livres est même très connu en France, c'est La métaphysique du sexe, et bientôt l'on va publier Révolte contre le monde moderne. Je crois que vous n'avez pas connu le poète américain Ezra Pound, mais vous l'avez rencontré pendant la guerre à Rome, et je voudrais que vous me donniez votre opinion sur ses idées politiques, ses idées économiques. Je ne peux pas dire grand-chose, parce que vous avez parlé d'une rencontre. C'est justement d'une rencontre au sens littéral qu'il s'agit. J'étais une fois à l'office de la race du ministère du fascisme, lorsque le ministre était Pavolini, et on m'a présenté Ezra Pound, en disant, voyez, c'est un poète américain qui se bat avec nous, qui collabore à notre transmission de la radio en anglais contre les Alliés et attaquant la juiverie qui était la force secrète de la coalition contre l'Italie. Alors, il y a eu une étreinte de main. Après 5 minutes, je ne l'ai vu plus. Et c'est le commencement et la fin de mes relations avec Ezra Pound. Pour ce qui est du reste, ça rapporte à la période de la guerre, c'est-à-dire, je crois que c'était 1942, à peu près. Et c'est là, cette activité pour laquelle il avait été déclaré un traître était sur le point d'être justifié, d'être condamné à mort. Et ensuite, je ne suis presque rien de lui, parce que, comme vous l'avez dit, je ne m'intéressais plus ou fort médiocrement d'art et de littérature. Mais quand même, j'ai vu certains recueils de ses poèmes, et je dois dire franchement que je ne compris pas trop
Et je ne compris non plus pourquoi il avait été appelé un grand poète, le plus grand poète de nos jours. Mais c'est une chose qui est hors de mes compétences. Puisque vous avez posé le problème de la question économique, oui, c'était la question économique, c'était un dada dans le sens français, pas le sens de Tristan Tzara, de Ezra Pound. Si bien que tout d'un coup, on rencontré dans ses poésies des allusions à des problèmes économiques, à l'abolition de l'argent, à l'usure, des choses comme ça. Mais directement, j'ai connu très peu de ces choses. Je sais seulement qu'à un moment donné, Ezra Pound envoyait à certains personnages italiens que je pense c'était Boris de Rachevils qui lui avait signé une lettre, une sorte de circulaire formulée dans tel terme égaux pour tous et signé par lui. Et il posait des problèmes, il posait son problème, ses points de vue sur l'économie, contre l'usure, contre l'argent liquide, etc. L'unique échange de lettres, ce fut alors. Ce ne fut pas même un échange, parce que j'ai reçu sa lettre, je lui ai répondu, ma réponse n'avait eu pas de réplique. Et somme toute, j'objectais cette chose, que, comme l'a remarqué Werner Sombart, c'est sociologue bien connu allemand, historien du capitalisme, l'homus economicus, l'homme purement économique, c'est un mythe, ça n'existe pas. Il existe l'homme intégral. Et selon la formation intérieure de cet homme intégral, une certaine économie prend forme. Alors il n'a pas absolument du sens de porter les problèmes à la périphérie, c'est-à-dire sur le plan des problèmes économiques. La vraie question, c'était de centrer l'homme, de favoriser cette réforme radicale de l'attitude humaine, dont la conséquence naturelle, c'était le changement aussi du système économique. À part cela, je ne trouvais pas la question sérieuse. C'est ça que j'ai exposé, mais je n'ai pas eu réponse. Et ça, le commencement et la fin de tous mes rapports avec Ezra Pound. Mais est-ce que, pour achever cet entretien, est-ce que vous voyez Ezra Pound, si vous voulez, dans une certaine culture fasciste? Dans un système dans un système de culture fasciste. Est-ce que vous pensez qu'on peut culture raciste. Fasciste. Fasciste. Oui, fasciste. Mais je dois déclarer une autre chose. Oui. Que nous avons cherché avec beaucoup de peine, nous adressant aussi à sa fille, Mary. Pour l'éditeur Volpe, c'était conservateur de Rome, un ami de moi. Les textes des articles, des radiotransmissions des Pound, qui ont été justement les chefs d'accusation, ce n'était pas possible de les avoir. Nous les aurions publiés très volontiers. Et sans ces textes, c'est impossible de se former une idée juste de quelle c'était la position de lui vis-à-vis du fascisme contre les Alliés, son point de vue particulier pour ceux qui regardent le judaïsme, le juif. Alors il manque la base pour dire quelque chose. Coupé.